Mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est ravis de vous avoir avec nous et au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. On va tenter de se mettre d'accord ce matin avec nos 4 débatteurs que je salue. Gilles Platré, bonjour Gilles. Bonjour. Maire d'Yverdroit de Chalon-sur-Saône. Kevin Bossuet, bonjour Kevin. Bonjour. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Mathieu Bachelone, bonjour Mathieu. Bonjour Christine, bonjour communicant et président de M2B Conseil. Mathias Leboeuf, bonjour Mathias. Bonjour Christine. Journaliste et philosophe, j'espère que vous êtes en forme, en canne, comme on dit dans le monde du sport et du rugby. Ouais. On est gâtés. Je vous lis les titres de la presse de ce matin. Dos au mur, au pied du mur, dans une impasse. Alors les formules s'enchaînent ce matin pour qualifier la situation dans laquelle on se trouve tous. Mais le pays, surtout la France, avec Emmanuel Macron qui se retrouve désormais en première ligne. Quelles sont les cartes qui restent au chef de l'État après le psychodrame? Vous l'appelez comment, Gilles? Le psychodrame d'hier? Comment on le qualifie? Je l'appelle scénario écrit d'avance. Ah, d'accord. C'était couru d'avance. C'est un soubresaut d'un monde partisan qui est en dessous de toutes les réalités. Les partis politiques qui n'ont jamais brillé vraiment par leur sens d'intérêt général, mais qui parfois, dans l'histoire, ont quand même trouvé le chemin, la défense des intérêts français, sont retombés dans ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des syndicats d'intérêt parlementaire, qui sont là, et on en a une illustration navrante chaque minute avec l'actualité, y compris ce matin avec toutes ces matinales plus navrantes les unes que les autres, qui sont en train simplement de défendre des prébendes qu'ils arrachent sur un État qui meurt. Et je suis peut-être sévère, mais je pense que les Français sont encore plus que moi. Aujourd'hui, nous avons une classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux de la France. C'est aussi simple que ça. Ça arrive régulièrement dans l'histoire. Je m'adresse à d'autres qui le savent aussi comme moi. Ça arrive régulièrement dans l'histoire. On est dans un creux absolu. Et donc, oui, ce scénario est écrit d'avance parce qu'à partir du moment où la dissolution amenant la configuration de l'Assemblée nationale que l'on connaît. On a choisi des options partisanes, c'est-à-dire de la négociation de bout de gras avec les partis politiques, entre les partis politiques. Ça ne peut amener que du désordre parce que les partis n'ont pas de vision de long terme. C'est pas leur boulot. Et ils sont là pour exercer le pouvoir. C'est terrible ce que vous dites. Non, c'est la vérité. Alors c'est terrible peut-être, oui, mais c'est une réalité que d'autres ont dénoncée avant moi, mais qu'on est en train de reprendre en pleine face en ce moment. Et je pense qu'il aurait sans doute fallu travailler d'autres options, des gouvernements beaucoup moins partisans. En tout cas, confier le destin de la France aux partis politiques, ça mène à la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris. Mathieu, vous voulez réagir? Oui, parce qu'en fait, ce qui est assez dramatique, c'est ce que disait Gilles, c'est-à-dire c'est le fossé qui se creuse de plus en plus entre les Français et les partis politiques. C'est une lapalissade de dire ça, puisque ça fait des années que ce désamour existe. Moi, ce qui me dramatise, et j'apporterai une précision dans ce que dit Gilles, c'est-à-dire que les partis politiques sont dramatiques, mais ce sont surtout les cadres des partis politiques qui sont dramatiques. Parce qu'en réalité, quand on connaît, nous tous autour de nous, Gilles est bien placé pour le savoir, des élus locaux qui font un travail remarquable et qui pourtant souvent sont, pas forcément, mais souvent aussi membres de partis politiques. On connaît tous des militants, pour reprendre la phrase du président Mitterrand, ces humbles militants pénétrés d'idéal, il en reste encore. Des personnes qui ont décidé de s'engager parce qu'ils avaient des convictions. Et en fait, tout ça parce que des chefs ne sont pas à la hauteur et sont dans une sorte de tambouille innommable. Ils emportent avec eux dans une sorte de torrent de boue toutes les personnes qui, et certains le font encore, et je suis peut-être naïf, encore beaucoup, dans la grande majorité, sur les territoires, des personnes qui font de la politique pour le bien commun, ça existe encore. On va écouter dans un instant Édouard Philippe. Il a fait une déclaration, l'ancien Premier ministre, importante ce matin. Gilles, je vois déjà que vous êtes en train de réagir, mais je voudrais, puisqu'on a Kevin qui est prof d'histoire-géographie, donc c'est intéressant, Mathias aussi sur le plan philosophique. Est-ce que c'est une crise de régime ou une crise politique ? Je pense que c'est une crise de régime. On a l'impression d'être revenu aux pires heures de la 4e République. Et avec sa dissolution ratée, la vérité, c'est que M. Macron a aussi en quelque sorte procédé à une forme de dissolution de la 5e République. On avait un régime stable, des institutions stables. Charles de Gaulle nous a laissé quand même un bien extrêmement précieux. Et M. le Président de la République l'a quand même considérablement abîmé. Et on a l'impression aujourd'hui que les égos de nos dirigeants passent avant l'intérêt national. Aller un petit peu auprès des Français,
Français. Leur préoccupation, c'est quoi? C'est de finir le mois. Leur préoccupation, c'est des places en crèche. Leur préoccupation, c'est ce qui se passe au sein de l'école de la République. C'est les problèmes sécuritaires, c'est les problèmes migratoires. Et là, on a l'impression finalement d'avoir une grande cour de récréation où les hommes politiques font leur petite bouillabaisse entre eux et laissent complètement les Français. Et puis dimanche soir, quand j'ai vu le gouvernement, mais qui pouvait penser que ça allait tenir? C'était le retour des vieux fantômes du passé. C'était le retour du macronisme turgescent qui est en pleine décrépitude. La vérité, c'est qu'on se moque du monde et que M. Macron est responsable de tout cela. Donc il y a deux options. Soit il décide de procéder à une dissolution, soit il démissionne, comme le demandent beaucoup de gens dans notre pays, parce que là, ce n'est plus possible. Il est en train d'esquinter la France. On va faire tourner la parole, Mathias. Oui, moi je voulais revenir à votre question initiale, qui était une bonne question, savoir comment on appelle ça. Est-ce que c'est un psychodrame? Comment on appelle? Et en fait, effectivement, la question est justifiée parce qu'on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. C'est-à-dire que on aurait envie de rire si la situation n'était pas aussi grave, si l'image de la France n'était pas aussi écornée, si effectivement les Français n'étaient pas autant dans la panade. Si on enlève tout ça, on a un sentiment de grotesque. Moi, je pense à Alfred Jarry quand je vois Emmanuel Macron et à Ubu Roi, quoi. C'est vraiment, mais on est dans un cas de figure ubuesque, absolument. Alors, est-ce que c'est une crise de régime ou est-ce que c'est une crise politique? Moi, je crois que c'est une crise politique suffisamment grave pour qu'elle puisse entraîner une crise de régime. On assiste à quoi? En fait, on assiste à l'effondrement du socle commun de la majorité présidentielle. Premièrement, on assiste bien évidemment au premier acte, à l'agonie de la Macronie, au premier acte de la présidentielle, parce que le départ de Bruno Retailleau, il y a cet horizon-là. Et puis, cet effondrement de la majorité présidentielle, il a une particularité, c'est que on pensait qu'il pourrait venir des coups de boutoir de l'extérieur, mais en fait, il vient de l'intérieur. Il vient de l'intérieur et d'une traîtrise des LR et de Bruno Retailleau. Et moi, il y a une chose qui m'amuse, parmi toutes les choses qui m'amusent, parce que il y a quand même que des dingueries depuis 24 heures. Entre Sébastien Lecornu, qui est rappelé à l'Élysée, à qui on demande de faire des consultations, c'est l'échographie en permanence. Et parmi les dingueries auxquelles on assiste depuis 24 heures, il y a cette espèce de storytelling qui est tellement important, tellement prégnant que à la limite on voit la couture derrière. C'est Bruno Retailleau qui tient à tout pour ne pas se faire passer pour un traître et qui explique qu'en fait c'est lui qui a été trahi. Donc on est vraiment chez les dingues, quoi. Alors on est chez les dingues carrément. Vous nous appelez, vous participez, vous êtes les bienvenus au 0826 300 301 qu'on participe tous ensemble à cette interrogation collective. Premier volet qu'on va ouvrir ensemble, c'est cette déclaration d'Édouard Philippe ce matin chez nos confrères d'RTL, puisque l'ancien Premier ministre s'est tout simplement adressé à son ancien boss, à son ancien patron, et lui demande de laisser la place et de faire de nouvelles élections. On l'écoute. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Plattret? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Édouard Philippe qui demande à Emmanuel Macron de mettre les choses au carré? On vote un budget et après il organise les conditions pour une nouvelle élection présidentielle. Alors, peut-être deux éléments de réponse. Le premier rideau, on a affaire à un candidat à la présidentielle. Donc ça rend sa déclaration suspecte sur le plan de la recherche d'intérêt général. Bon. Mais qui peut le faire, ça? Qui peut faire cette demande, alors, dans la classe politique? Édouard Philippe, en tout cas, lui, est dans une logique personnelle. Voilà, il est en train de bâtir un programme, nous dit-il. Il veut se présenter. D'ailleurs, c'est le premier candidat déclaré, à ma connaissance. Il n'y en a pas eu d'autres formellement, même si on sait bien que d'autres y pensent le matin en se rasant, et même celles qui ne se rasent pas. Donc, on est aujourd'hui avec un candidat
qui essaye d'avancer les échéances. Parce qu'il se dit, finalement, je commence à être prêt et ça peut me profiter. Donc, l'intérêt général là-dedans, je pense qu'il faut l'écarter. Mais il y a une question plus fondamentale. Alors, peut-être d'ailleurs que ça sera un point de désaccord avec Kevin, mais je crois très sincèrement qu'il faut éviter la crise de régime. C'est-à-dire que Monsieur Macron abîme la fonction présidentielle. Là, je n'ai jamais voté une seule fois de ma vie pour Monsieur Macron. Donc je peux parler très librement de Monsieur Macron. Je n'ai aucune connivence avec lui. Mais simplement, il est porteur de quelque chose qui est beaucoup plus important que lui. C'est la fonction présidentielle. Si aujourd'hui on précipitait l'échéance électorale, je pense qu'on affaiblirait terriblement la fonction présidentielle. Il est responsable de ce qui se passe. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, il porte quelque chose qui est plus important que lui. Et la clé de voûte des institutions de 1958, même si la Constitution a été mutilée maintes et maintes fois, et que des pouvoirs dans la Constitution ou des articles ont pris des importances démesurées, je pense en particulier au Conseil constitutionnel, qui n'est plus du tout ce que De Gaulle souhaitait en 58. Mais malgré tout, nous avons encore la chance. Voyez la classe politique comme elle est aujourd'hui. Enlever la Constitution 58, alors là c'est l'explosion. C'est le grand guignol, mais à chaque seconde pendant des années et des années. Donc nous avons cette Constitution, moi je suis favorable à ce qu'elle soit respectée, en tout cas à ce qu'on a jusqu'au terme du mandat présidentiel, même s'il nous faut encore souffrir M. Macron jusqu'en 2027, mais je vois plus que M. Macron, je vois la fonction présidentielle et pour moi elle emporte toutes les autres considérations. Et puis voilà, ne soyons pas dupes des déclarations des uns et des autres, ils ont tous un objectif personnel à défendre et ça n'est pas celui de la France. Allez, on va vous entendre autour de cette table, mais d'abord on va au 0826 300 300 saluer Hugo depuis Alès dans le Gard. Bonjour Hugo. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Alors Hugo, on va faire, si vous le voulez bien, et on va vous entendre, parce qu'on veut que vous participiez, vous aussi, à ces débats sur Sud Radio, le matin, le midi, dans la matinée. Vous avez la parole, bien évidemment. On va vous retrouver juste après la pause, et vous nous direz ce que vous en pensez de cette proposition d'Édouard Philippe. On vote un budget, et après Emmanuel Macron s'en va. On a entendu la position de Gilles Platré qui disait que ça affaiblit la fonction présidentielle. Vous prenez la parole dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Gagnez votre bon pour un séjour bel en bras d'une valeur de vous d'accord. Christine Bouillot. En compagnie ce matin de Gilles Platré, le maire d'hiver droit de Chalon-sur-Saône, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, et Hugo, qui nous a appelé depuis Alès dans le Gard, cette belle ville d'Alès. Bonjour Hugo. Oui, bonjour à tous. Voilà, alors vous participez, chers auditeurs, vous aussi à ce débat. On est en train de parler donc de cette sortie d'Édouard Philippe ce matin qui demande finalement à Emmanuel Macron de mettre les affaires courantes au carré et ensuite de préparer une élection présidentielle anticipée. Qu'est-ce que vous en dites, Hugo ? Alors moi, je pense qu'une élection anticipée, pourquoi pas. Maintenant, me mettre derrière les rangs de M. Philippe, certainement pas. Moi, le principal qui me picoche lui, c'est un petit peu le ressenti de la population, des électeurs, à savoir ce que eux souhaiteraient, ce que eux en pensent. Alors, on a évoqué éventuellement le référendum. Est-ce que le référendum serait une solution ? Je ne sais pas. Moi, il y a des solutions, je pense. Maintenant, celle-ci, est-ce que ce serait la bonne ? Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a une pétition citoyenne sur le site de l'Assemblée nationale qui vise à la destitution du président Macron. Cette pétition peut tout à fait servir de référendum, puisque, admettons qu'il y ait plus de quelques millions de personnes venant la signer, il va falloir prendre en considération. Il y a aussi, je pense aussi aujourd'hui, une objectivité par rapport aux politiques, c'est de se remettre en question. Pourquoi les gens fuient les urnes ? Pourquoi il y a autant d'abstention ? Si c'est pour une nouvelle élection, quelle qu'elle soit, que ce soit législative ou présidentielle, et avoir un taux de participation de 55%, je ne vois pas réellement l'intérêt finalement. Donc il va falloir un moment qu'on écoute la population, qu'on écoute les électeurs et qu'on arrête aussi également dans ce vote électoral, quel qu'il soit, de discriminer
les personnes qui vont voter blanc. Le vote blanc, dans le code électoral, est tout à fait inscrit dans ce code-là comme étant un vote de protestation. Ouais. Il va falloir aujourd'hui mettre en avant aussi ce principe démocratique pour prendre en considération les gens qui ont un ras-le-bol général. Oui, on entend ce que vous dites et effectivement, c'est important cet avis que vous avez. Hein. Kevin Bossuet veut intervenir, oui, Hugo. J'entends ce qui est dit. Alors après, le président de la République est à la tête d'un mandat et son mandat est légitime jusqu'au bout. Donc attention aussi, même si je comprends qu'au sein de la population, il y a une forme d'acrimonie vis-à-vis du chef de l'État. Et j'aimerais également répondre à Gilles Platret. En effet, peut-être qu'une démission du président de la République affaiblirait la fonction présidentielle. Donc dans ce cas-là, il y a la dissolution. Mais le problème, c'est la sincérité du scrutin. Parce que regardez ce qui s'est passé lors des dernières législatives, avec un front républicain qui a été monté de toutes pièces, notamment par monsieur Attal, qui nous a dit qu'il fallait voter pour la France insoumise contre le Rassemblement national. Et après, monsieur Attal, hier, je l'ai écouté, de sa super, nous raconte qu'il ne comprend pas ce que fait le président de la République, mais moi je n'ai pas compris ce que monsieur Attal a fait. On ne peut pas vouloir lutter contre l'extrême gauche, on ne peut pas interdire la abaya à l'école, on ne peut pas dire que finalement la France insoumise c'est horrible et appeler à voter pour LFI contre le Rassemblement national. Et enfin, juste une chose, sur monsieur Philippe, moi je veux bien, il veut être candidat à l'élection présidentielle, mais il a aussi une dette vis-à-vis des électeurs, puisque si on se retrouve dans cette situation, c'est aussi parce que monsieur Philippe a extrêmement mal géré. Donc à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les vieux fantômes de la Macronie qui ne voient pas que nous sommes déjà passés à autre chose et que les électeurs attendent un véritable renouveau. Hugo, et après on fait tourner la parole, Mathias, on vous entendra, et Mathieu aussi. Hugo, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi j'ai envie de dire qu'on est un petit peu sur une espèce de système de chaise musicale et il y a vraiment une perte de confiance, donc on enlève les uns pour remettre les autres et on n'avance pas, et il faudrait au final vis-à-vis de la Macronie se ranger derrière une espèce d'arrangement pour qu'on finisse le mandat tout à fait en limitant la casse, mais on n'arrangera rien. Il y a une perte de confiance qui est là, il va falloir que les politiques prennent leurs responsabilités et viennent parler au peuple. C'est à eux aujourd'hui aussi de monter les voix pour savoir ce qu'ils pensent. Il me semble que le métier de politique est un métier difficile. Il faut trouver effectivement des arrangements, des concessions pour les uns et pour les autres, mais il faut avant tout nous donner la parole. Et je vous remercie d'ailleurs ce matin de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Mais c'est normal. Et tout le monde a la parole sur Sud Radio, surtout. Merci Hugo, depuis Alès, merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Mathieu, vous vouliez intervenir aussi, puis après on ira du côté de Toulouse. Il y a Pierre qui nous a appelé au 0826 300 300. En fait, les déclarations, vous avez vu, il n'y a plus de filtre en fait là. Il y a plus, c'est-à-dire que les digues ont sauté, la course des petits chevaux de la présidentielle est lancée, et donc du coup on a les déclarations de Gabriel Attal, de Édouard Philippe, ça c'est parti. Il n'y a plus de surmoi, tout est lancé. Là, c'est tout ce qu'ils ont contenu pendant des années est sorti. Ce qui me fait doucement rire, c'est quand même que Gabriel Attal et Édouard Philippe s'inventent une nouvelle virginité, alors que jusqu'à preuve du contraire, ils ont quand même participé à l'aventure macronienne. Gabriel Attal depuis avant 2017, et Édouard Philippe, certes, il est sorti en 2020, mais enfin, il a quand même une part de responsabilité aussi. On peut critiquer le président de la République, et on est, je pense, assez d'accord pour le faire ici, mais il faut aussi que les nouveaux chevaliers blancs ne se recréent pas une nouvelle histoire et fassent pas du révisionnisme historique. Ouais. Juste deuxième chose pour réagir sur ce que disait Kevin tout à l'heure, pour peut-être moduler un peu sa parole, je suis d'accord sur les stratégies qui sont de faire le front républicain contre tel ou tel parti. Ça, c'est de la politique. Après, les électeurs sont quand même souverains. C'est-à-dire que moi, je crois en la capacité des électeurs de voter en leur âme et conscience en digérant les informations qui leur sont données. On leur dit de faire barrage, à la fin, ils font le choix en leur âme et conscience. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi à une nuance près, c'est qu'on a quand même forcé les candidats à se retirer en réalité, alors qu'ils portaient une partie du suffrage universel en eux, et je peux vous garantir, moi je l'ai vu dans ma circonscription, qu'on a forcé la main, tordu le bras de candidats qui étaient qualifiés pour le deuxième tour et qui disaient, notamment macroniens ou autres d'ailleurs, et qui disaient mais je suis légitime, mais Paris me demande de décrocher. Et là pour le coup on a quand même une question de sincérité par rapport au vote du premier tour. Ça c'est pas nouveau, on tord le bras de Paris et depuis Paris. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une altération de la sincérité à un moment donné. Mathias, rapidement, parce que je voudrais qu'on aille à Toulouse. Je veux bien entendre tout ça, et
notamment sur le Front républicain, puisque c'est le monstre absolu. Je voulais juste rappeler que un des bénéficiaires, et un des beaux bénéficiaires du Front républicain, ça a été les LR, puisque au premier tour, les LR étaient à 5,7% et qu'ils ont fait 6,5%. Donc, quand j'entends Monsieur Retailleau dire qu'il est une victime, en gros, du macronisme et de Monsieur Lecornu, c'est quand même assez drôle, parce que il y a un retournement de situation et de storytelling, quoi. Personne n'en sort grandi dans cette histoire. C'est ce qu'on disait tous hors antenne avant de démarrer cette émission. On file au standard, au 0826 300 300. Nous descendons immédiatement à Toulouse. Bonjour Pierre. Vous avez vu mon sourire dans la voix? Et il fait beau, et nous avons le soleil, et c'est l'essentiel. Ouais, très bien. Et vous avez l'accent, et tout va bien. Et voilà. Exactement. Allez, ça me fait plaisir de vous avoir, Pierre. Quel est votre avis? Ma position est très simple. D'une part, M. Macron ne voulant pas démissionner, il faut qu'il propose un référendum où il met 4 ou 5 têtes qui peuvent être d'eux-mêmes Premier ministre, et c'est aux Français de choisir le Premier ministre en question. Original. Pourquoi? Parce que derrière, d'une part, ça coupera l'herbe sous le pied des députés qui passent leur temps à, quelque part, bloquer notre système en France, et là, le Premier ministre aura une légitimité qui permettra justement de prendre des décisions, et puisqu'elle sera choisie par les Français. Voilà, c'est tout. Alors, je crois que c'est une solution. Alors Pierre, vous avez éveillé l'intérêt et la curiosité. Gilles Plattret, écoutez, ça a le mérite de l'originalité, cette proposition. Alors, je pense que le référendum est malgré tout encadré par la loi, et que là, on est en dehors même du champ étendu tel que l'entendait le fondateur de la Ve République, mais ça a au moins le mérite de l'originalité. En fait, ce que notre auditeur de la belle ville de Toulouse nous dit, c'est qu'en fait, il faut redonner le choix aux Français. Et la grande difficulté, qui peut-être va même au-delà de la colère populaire, qui va maintenant peut-être jusqu'à une forme de résignation, ce qui est bien pire encore. C'est des gens qui disent finalement tout ça, cette écume ne m'intéresse même plus, parce que nous on réagit, on la commente, parce que ça nous touche, puis c'est notre pays. Mais vous avez beaucoup de Français aujourd'hui qui en fait ont décroché de la chose publique. Absolument. Parce qu'ils en ont été tellement écœurés qu'ils n'en attendent absolument plus rien. Mais ce que notre auditeur nous dit, c'est finalement redonner aux Français l'impression qu'ils auront au moins un bout de choix sur la politique qui va être décidée pour eux, parfois sur leur dos. Alors évidemment, je pense que c'est pas possible légalement, mais l'idée est quand même sacrément intéressante. Messieurs, Pierre, vous pouvez rester un petit peu avec nous parce qu'on doit faire une courte pause. Je vous en prie. Et on vous retrouve, vous patientez, on vous retrouve avec nos débatteurs dans un instant sur Sud Radio, et vous aussi, vous continuez d'appeler 0826 300 300. L'idée de Pierre, de finalement à nous de choisir un Premier ministre dans cette idée-là. Pourquoi pas? Allez, on y revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, Mathias Bachalon, communicant, président de M2B Conseil, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Gilles Plattret, maire d'hiver droite de Châlons-en-Champagne, et Pierre, qui est depuis... Qu'est-ce que j'ai dit? Châlons-en-Champagne. Châlons-sur-Saône, mon Dieu. Pierre, depuis Toulouse. Pierre, je peux vous dire que depuis tout à l'heure, et votre proposition d'un référendum, ça suscite des discussions, comme on dit, en off, et c'est une bonne idée. Vous êtes plusieurs à penser ça autour de vous, dans votre quotidien, ou pas? Non, absolument pas. Bon, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Bon, il faut dire que je m'intéresse énormément à la politique, donc forcément, quand on connaît un peu la Constitution, lorsque j'entends dire que c'est impossible d'un point de vue constitutionnel, j'en suis pas si sûr. Vous savez, on a glissé vers une 4e République. Regardez aujourd'hui quand même pourquoi l'Assemblée nationale ne fonctionne plus. C'est parce que justement, elle est représentée par tous les courants politiques, et c'est pour ça que la France est bloquée et que l'Assemblée nationale est bloquée. Et je pense que justement, l'évolution vers ce type d'élection, en choisissant un Premier ministre à l'élection, quelque part, puisque c'est un peu ça. Moi, j'étais beaucoup plus pour justement un choix, c'est-à-dire que le président de la République, comme le Premier ministre, devrait être élu au suffrage universel, l'un s'occupant de l'international et l'autre du national, et comme ça éviterait justement ce jeu de chaises qui fait que d'ailleurs la France ne fonctionne plus. Bon, bougez pas Pierre, parce que Mathias et Mathieu vont répondre à cette idée. Pourquoi pas?
Moi, cette idée, pour tout vous dire, je la comprends pas vraiment. C'est une idée qu'a lancée Valérie Pécresse hier. Je la comprends pas pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Le référendum, c'est retourner aux urnes via les élections législatives et que chaque parti fasse un ticket, des propositions, un projet. On n'a pas besoin. Non, mais ça, c'est, pardonnez-moi, Mathias, c'est quand tout est calme, tout est posé, pas polarisé. Non, parce que même en situation, que chacun ne part pas de son côté avec. C'est la démocratie, c'est le retour au peuple. À un moment donné, quand on est justement dans cette panade institutionnelle, parce que quel est le nœud du problème? Comme le disait Kevin, déjà la première chose, c'est la formation de ce gouvernement. Qui a pu croire que ça allait passer, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a le déni des macronistes. Un tandem on qui prend s'appelle exactement Macron, les mêmes que le gouvernement Bayrou et on repasse la même équipe en rajoutant en plus un pincée de sel sur Bruno Le Maire. Enfin, je sais même pas quel cerveau malade a pu penser 30 secondes que ça allait pouvoir passer. Première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui s'effondre avec le bloc présidentiel, c'est justement à la fois le déni permanent de l'équipe macroniste sur le réel, c'est-à-dire que c'est le réel qui leur pète au nez, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, stop, il y en a marre. Les Français n'en peuvent plus. Et puis cette espèce d'autisme qui les emmure dans quelque chose où on a l'impression que le réel ne passe pas. Donc il faut revenir au peuple, il faut revenir aux urnes en espérant. Moi je crois que si on revient aux urnes, le Front républicain ne s'appliquera pas comme il s'est appliqué en 2024, parce que les Français ont bien compris. Pour ou contre, je ne porte pas de jugement. Moi, pour le coup, je souhaite pas voir l'arrivée d'une équipe du Rassemblement national, mais force est de reconnaître que, de toute façon, l'impératif démocratique, à un moment donné, impose qu'on repasse par les urnes. C'est la seule façon de sauver la Ve République. Pierre, je vous libère depuis Toulouse. Merci d'avoir lancé ce débat. Sans doute qu'on y reviendra. C'est effectivement des questions qui se posent. Merci infiniment de nous avoir appelés. Belle journée du côté de Toulouse au 0826 300 300. Il y a aussi depuis cette fois Rodez dans l'Aveyron. C'est Joël qui nous a appelés. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Bonjour. Le bon sens aveyronnais, qu'est-ce qu'il en dit Joël ? Déjà, si vous me permettez, je voudrais adresser un bonjour à tous mes collègues agriculteurs qui sont dans leur exploitation, en train de préparer les semis de céréales ou qui sont auprès de leurs animaux. Ouais. Et je voudrais leur adresser un bonjour et essayer de leur donner des encouragements parce qu'on est souvent vilipendés, on est accusé d'être des pollueurs alors qu'on contribue quand même à la richesse nationale. Hein. Oui. Déjà, je voulais dire ça. Eh ben, on les salue avec vous, Joël. Hein. Oui. On vous salue. L'Aveyron, terre d'agriculture. Oui. D'agriculteurs, voilà, c'est ça. Oui, d'agriculture et d'agriculteurs. Voilà. Donc, après, ce que je voulais dire, moi, c'est... Je pense que Emmanuel Macron, il peut démissionner. Mais il peut aussi ne pas le faire, il peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est que s'il dissout l'Assemblée nationale, on risque de se retrouver dans la même situation que celle que l'on a aujourd'hui. On risque d'avoir les 3 blocs. Les 3 blocs, oui. Et oui. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que le mieux, ce serait donc qu'il prévoit une élection présidentielle anticipée. D'accord. Voilà. À mon avis, ce serait le mieux. Et après, moi, mon idée, moi, ce que je pense, c'est que ce serait très intéressant d'avoir des gens de la société civile qui se lancent pour essayer un petit peu de redresser le pays, des gens qui savent gérer et qui, voilà, de la société civile. Et à mon avis, moi, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un mandat non renouvelable. Parce que je pense que ça pose un problème, ces mandats renouvelables. Ça incite les politiques à agir de façon à être réélus. Et je pense que c'est problématique. Ouais, c'est des choses qui sont qui reviennent également. Alors, vous bougez pas, Joël. Il y a Kevin qui veut réagir à ce que vous dites et ensuite Mathias.
Oui, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une forme de crise de légitimité politique du gouvernement actuel, puisque la vérité, c'est que le gouvernement est minoritaire dans le pays. Vous voyez bien que la majorité présidentielle est devenue une minorité présidentielle, et vous le voyez, et c'est à cause de quoi, notamment de ce fameux front républicain, avec une forme d'insincérité qui fait qu'on s'est retrouvé finalement avec une Assemblée nationale qui n'était pas représentative du pays. Juste un point également sur le front républicain. Il y a un sondage récent qui est sorti qui a montré que le Front républicain anti-RN sera moins fort que le Front républicain anti-LFI. Et moi, j'estime que toute cette tambouille politicienne avec ses retraits de candidats, etc., c'est une entorse à la crédibilité du scrutin et qu'il faut arrêter, notamment avec ce Front républicain. Mais tout simplement, on ne donne pas de consignes. Les électeurs sont assez grands pour aller voter. On ne retire pas de candidats. On laisse les choses se faire. Surtout qu'on a aujourd'hui, je suis désolé, un Rassemblement national qui est évidemment dans l'arc républicain, un Rassemblement national qui ne pose pas de problème. Vous savez, il y a peut-être des Français qui sont pas d'accord. Et la même chose que j'aimerais dire aussi, moi je pense que la droite doit s'unir et qu'on doit aller vers une union des droites. C'est quand même impensable que dans ce pays, que la gauche arrive à s'unir, notamment avec l'extrême gauche, qui est une extrême gauche en partie antisémite, et que les gens de droite n'arrivent pas à s'unir pour l'intérêt du pays et pour tout simplement satisfaire l'électorat de droite. L'électorat de droite est majoritaire dans le pays. Comment se fait-il que la droite n'arrive pas à remporter une élection ? Bon, Emmanuel Macron, c'est pas vraiment la gauche. Oui, Sébastien Lecornu, il était LR, donc on peut pas avoir des LR. C'est le centre. Est-ce qu'on pourrait dire le centre droit? Attendez, parce que là les auditeurs. Alors écoutez Mathias, Gilles, attendez, Mathias. Pardonnez-moi, j'ai un peu l'impression d'appartenir à la gauche et je peux vous dire que, et je suis pas, pour le coup, je suis pas du tout la gauche LFiste. Moi, je me reconnais absolument pas dans les politiques qui sont menées par Emmanuel Macron, qui sont quand même des politiques ultra-libérales. C'est-à-dire celle de Mitterrand, hein. Ah oui. Non, mais on va pas remonter. Non, mais vous êtes de gauche, vous avez soutenu, je pense, Mitterrand à un moment donné. Est-ce que les politiques de Macron sont plus libérales que celles de Mitterrand après 83 ? C'est pas la même époque. Donc en fait, vous dites, Gilles, il n'y a pas de différence gauche et droite, parce que je vous entends. Je voudrais revenir sur le. Non, mais. C'est sur ce que dit, alors Mathias. Oui, je voulais revenir sur les élections présidentielles et notamment sur les élections présidentielles anticipées, pour lesquelles moi je ne suis pas vraiment pour. Alors, je ne suis pas vraiment pour les arguments que vous avez, exposés tout à l'heure et que je partage, parce que je pense qu'effectivement, ce serait peut-être affaiblir la fonction présidentielle et que Emmanuel Macron, notamment avec la dissolution, a encore peut-être une carte à jouer en relégitimant l'Assemblée. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que les présidentielles anticipées, on y est déjà. La présidentielle de 2027, c'est aujourd'hui qu'elle commence. Donc, si on anticipait, en gros, le scrutin aura lieu en avril 2027, on est déjà en train de les préparer. Les équipes sont déjà en train de penser au programme, aux candidats. Donc, on est déjà, c'est déjà trop tard pour des élections présidentielles anticipées. Et si on avançait le calendrier, ça aurait qu'un effet, ça serait de bâcler cette présidentielle. C'est-à-dire d'être dans la précipitation, de ne pas avoir de bons programmes, peut-être de ne pas avoir de bons candidats, si tant est qu'on puisse encore en avoir. Donc, l'idée d'avancer le calendrier me paraît pas être une très bonne idée du tout. Pourtant, nos auditeurs, par exemple, sur la page Facebook de Sud Radio, beaucoup demandent la démission du chef de l'État. Mais ils sont majoritaires, les Français, à demander la démission aujourd'hui. Mais bon, on peut ne pas être d'accord avec la majorité sur ce point-là, des Français. Je voudrais juste rappeler une chose. En fait, alors, je vais me faire beaucoup d'amis là. Je pense que la France n'est pas faite pour être gouvernée par des centristes. Bravo. Voilà, c'est à un moment donné, il y a une gauche plurielle, il y a une droite qui l'est aussi, mais quand le centre est en responsabilité, ça s'est passé 2 fois dans notre histoire, ça s'est passé sous Giscard, on a vu que ça s'est pas bien fini, et ça se passe avec M. Macron. Alors j'entends bien que M. Macron est plus du centre droit que du centre gauche, mais il a quand même été pioché partout, et finalement, je pense très honnêtement que la France n'est pas faite pour être gouvernée au centre, je le crois très sincèrement. Pour moi, vous savez, Macron, c'est le retour de Giscard. C'est 2 Français sur 3. La grande ambition de Giscard, c'était, il avait écrit un bouquin là-dessus, 2 Français
Français sur 3. Macron avait cette ambition-là quand il est arrivé et il l'a pas complètement perdu. Donc je pense très honnêtement que cette gouvernance par le centre, le centre est très utile comme appoint, il tempère, il modère, etc. Mais il ne faut pas le mettre à l'Élysée. Macron, c'est le Canuet qui a réussi, quoi. Alors, voilà, le Canuet, Giscard Macron. On remonte à loin. Pardonnez-moi, messieurs. Je voudrais saluer Joël, qui est en Aveyron. Joël, vous êtes dans les semis aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est les semis de quoi? Ce sont des semis de céréales. De céréales. Blé? Orge. De l'orge. Bon, on souhaite que la météo soit belle toute la semaine, vous puissiez semer tranquillement et dans les jours qui viennent aussi. On vous embrasse, Joël, et tous les agriculteurs qui nous écoutent, puisqu'ils sont nombreux et on pense évidemment à eux. On continue de débattre tous ensemble sur cette situation politique. On va revenir aussi sur les déclarations des uns et des autres. Gabriel Attal, autre Premier ministre qui ne comprend plus le président, Olivier Faure qui se dit prêt pour Matignon et Jordan Bardella qui se dit être en capacité de gagner et les législatives et les présidentielles. Est-ce qu'il brûle pas un peu vite les étapes? À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à 11h30 avec Gilles Platré, Kevin Bossuet, Mathieu Bachelon, Mathias Leboeuf et vous au 0826 300 300, ce spectacle de la vie politique française qui attriste bon nombre de Français et j'imagine c'est le cas depuis l'ODEV dans l'Hérault de Eric qui nous a appelé. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour à toute votre équipe. Ouais, impeccable. Bon. Impeccable. Bonjour à toute votre équipe et je vous écoute tous les jours, donc ça me fait plaisir de partager tous ces petits moments-là qui me font bien rigoler. Bon, bref, en fait, moi, je voulais juste intervenir, c'est que, en fait, là, on est dans la lignée d'un film de la soupe aux choux, quoi. Oui. Il faut arrêter là. Moi, je suis dans le commerce, on est bien d'accord. Bon, je fais mon boulot, je suis sur le terrain tous les jours. Si on résout pas le problème rapidement, on va avoir un marasme économique encore pire que ce qu'on a actuellement. Ouais. Ça, vous le sentez là? Ouais. Ah non, mais je le sens depuis 6 mois. Mais là, maintenant, on est au fond. On est au fond. Et je pense que la consommation, tout ça, les gens, c'est terminé. Le pays est bloqué en fait. Économiquement, on peut plus se projeter avec ça. C'est pas possible. Donc il faut prendre les choses en main. Pour moi, moi je dis ce que je vois. Les gens avec qui je parle, il faut prendre les choses en main. Il faut que ça switch. Mais rapidement, parce que ça va mal finir, mais très très mal. Alors maintenant, je sais pas comment, mais je pense que le peuple, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Et puis politiquement, il y a personne qui peut redresser la barre comme il faut, quoi. On le voit, ils ont tous des casseroles au cul. Enfin, c'est du bidon, quoi. Donc je suis vraiment très très pessimiste pour l'emploi, pour l'économie du pays, pour le bâtiment, enfin tout, quoi. C'est tout le monde qui morfle. Vous êtes dans quel secteur, vous, Eric? Vous dites, je suis dans le commerce. Je suis dans le bâtiment, ouais. Vous êtes dans le bâtiment, ouais. Alors en première ligne, là, le bâtiment qui est très inquiet, très très inquiet. Très très inquiet. Et puis bon, moi je travaille beaucoup avec les particuliers, donc en fait, mon business est dans le particulier. Et les gens ont les pieds sur le frein en termes de, rénovation énergétique, de l'habitat, etc. Ça. On est d'accord. C'est exactement ça. Il y a eu un gros coup d'arrêt déjà il y a à peu près 6 mois avec tout ce qu'il y a eu avec ma prime rénov, tout ça. Les budgets, la guerre aussi qui a fait, les prix qui ont flambé, tout ça on a laissé faire et on arrive à une situation maintenant avec la politique qui est complètement désordonnée. Les gens ont des craintes. Ouais. Ils ont épargné, ils ont de l'argent et tout, mais même ça, ils ont peur qu'on leur pique le pognon. Donc ils convertissent, ils achètent des maisons, machin, des trucs, enfin je sais pas, ils planquent le pognon, ils ont peur qu'on leur pique l'argent parce qu'ils savent pas comment ça va se passer. Ouais, c'est ça. C'est hyper compliqué et moi je me ressens sur mon chiffre d'affaires, donc sur mon salaire. Moi, petite boîte, je travaille dans une petite boîte, on est inquiet parce que les carnets de commandes, ils sont pas pleins. Enfin voilà quoi. Oui, tout le monde attend. Tout le monde attend. On peut faire ce qu'on veut, c'est bloqué. C'est bloqué. Et avec ça, c'est fini.
Allez, Éric, vous bougez pas. Gilles Plattret, chacun veut intervenir sur ce que vous dites parce que effectivement, on commente nous tranquillement au chaud ce spectacle politique, mais derrière il y a la vie des Français. Complètement. Et là, je trouve que le témoignage d'Éric nous ramène au terrain. C'est-à-dire que derrière tout ça, derrière les soubresauts politiciens qui effectivement occupent la chronique, mais qui nous navrent autant qu'ils nous amusent, il y a une économie qui en ce moment est en train de perdre de la distance d'une façon générale. Elle le perd sur le plan international. On voit que, pesant de moins en moins, on subit davantage ce que les autres décident à notre place. Regardez les négociations avec les États-Unis aujourd'hui, très honnêtement, elles sont à l'avantage. Alors moi, je ne veux pas à Trump qui défend son pays, mais simplement nous ne pesons pas lourd à côté. Donc, et c'est encore plus vrai pour la France aujourd'hui avec le déclassement qui est en cours. Et on a un vrai problème de consommation dans ce pays. Je crois que c'est une réalité. En tout cas, moi, je le mesure dans ma ville, avec les professionnels aussi, un certain nombre de commerçants, etc. Pas tous. Des artisans qui eux-mêmes sont confrontés. En fait, ceux qui peuvent, ceux qui pourraient consommer. Je ne parle pas de ceux qui ont parfois du mal à boucler les fins de mois et qui sont de plus en plus nombreux. Bon, mais je parle de ceux qui pourraient consommer, ont tendance à épargner davantage et à consommer moins parce qu'ils ont peur de l'avenir, que les carnets de commandes des entreprises ont du mal à se remplir parce que les investissements aujourd'hui ne se font pas. Comment voulez-vous, avec ce manque de visibilité totale, ce brouillard absolu que jettent les partis politiques sur la vie totale du pays, arriver à vous projeter dans l'avenir? Et c'est encore pire si on parle non pas des années qui viennent, mais de la génération qui vient. Donc on voit bien que le témoignage d'Éric, enfin pour moi il est fondamental. On est vraiment sur un problème qui est en train de passer de la sphère politicienne à la sphère réelle. Et ça c'est beaucoup plus grave. On va faire tourner la parole Mathias, Kevin et Mathieu dans un instant. Alors moi je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je voudrais juste apporter un petit bémol ou une autre perspective, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que bien évidemment que les politiques aujourd'hui sont éminemment critiquables et qu'ils donnent une image désastreuse de la France et qu'ils mettent un peu dans la panade tous les Français. Il ne faut pas oublier que ces politiques, on les a élus et que ils ont été élus par les Français et que donc d'une part tous les Français, chacun d'entre nous, on est responsable de cette situation. Je vous entends, Mathias, mais après l'attitude, le comportement de la personne que vous avez désignée, vous n'en êtes plus responsable. Vous confiez. C'est ce qui se passe avant. Vous êtes responsable, mais après vous confiez quand même un mandat. On ne sait jamais vraiment qui on va élire. Mais quand même, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que le côté tous pourris, c'est nous, chacun d'entre nous, qui les avons portés au pouvoir. Moi, je trouve ça facile. Trop facile. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis très stupéfait et il y a un espoir derrière ce que je dis, c'est que cette crise va faire émerger de nouvelles têtes. Ça, c'est émerger de savoir. Moi, je suis très frappé. Je fais beaucoup de plateaux radio, plateaux télé, en étant plutôt classé à gauche, et notamment, je croise pas mal de gens de droite, et je suis très frappé de voir que souvent, je croise des gens, des maires de terrain, et qui sont des gens qui ont des idées, qui sont et qui n'émergent pas. Et on leur dit mais pourquoi vous n'êtes pas aux affaires? Pourquoi vous n'avez pas plus de responsabilités? Pourquoi vous n'émergez pas? Et là, effectivement, on en revient à ces histoires de partis et d'organigrammes qui verrouillent et qu'il faudrait faire exploser, quoi. Parce que du talent politique. À droite comme à gauche, d'ailleurs. Il y en a. Ouais, très bonne analyse. Alors, Kevin, Mathias, Mathieu, et on va faire un tour de côté de Dev. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce qui touche notre pays, c'est une perte de sens. Une perte de sens tout d'abord civique, où les gens vont voter, ils ont l'impression que ça sert à rien. Une perte de sens même au sein de la fonction publique. Moi, je suis enseignant. Parfois, je me demande à quoi sert mon métier. Et même une perte de sens économique. Vous avez des gens qui bossent, des gens qui entreprennent. Ils ont l'impression finalement que les décisions prises en haut bousillent leur travail au quotidien. Et autre chose aussi, c'est ce que vous avez dit, Monsieur Plattret. Il faut une cohérence idéologique. À un moment, le macronisme, un peu à gauche, un peu à droite, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Les électeurs de droite n'en peuvent plus de ce que j'appelle la drôche. C'est-à-dire de droite, quand on est dans l'opposition, on est vraiment extrêmement sévère, on veut de la dureté, et quand on est aux manettes, finalement, on est de gauche. On est là pour tapiner sur les trottoirs de la gauche culturelle, de la gauche bien pensante, parce qu'il ne faut pas, évidemment, s'attirer l'acrimonie des médias publics, etc. Mais ça, ce n'est pas possible. Il faut une droite qui soit vraiment de droite, et le macronisme, c'est un échec tonitruant. C'est ni de droite
Kevin, et je voudrais qu'on continue avec Mathieu aussi sur le constat d'Éric sur le terrain. Justement, ce qui me marquait dans le constat d'Éric, qui est très juste, et Mathias qui dit il faut faire exploser ce système des partis politiques qui verrouille en fait. Il y a déjà ce qui m'a marqué, c'est la contradiction et le fossé énorme entre le temps, l'urgence que connaissent tous les Français parce que il faut continuer. Parce que là, tout est bloqué, mais le pays continue, bon an mal an, à faire marcher. Les entreprises continuent à travailler, les gens vont au travail et essayent dans un sort de flou. Vous faites le tour des jeunes qui envoient des CV à tour de bras qui n'ont pas de réponse. Oui, bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ils essayent bon an mal an malgré tout de faire marcher le pays, et il y a une différence importante entre ce temps qui continue et les 3 semaines que par exemple s'est offert le président de la République, parce qu'on est quand même ce truc, pendant 3 semaines le maître des horloges a décidé qu'on avait le temps pour décider, et pour au final d'ailleurs arriver sur ce gouvernement qui devait renverser la table, voilà. Et là ça continue, il y a 48 heures de rab pour monsieur Lecornu qui va aller frapper aux portes. Il y a une différence entre vraiment, et ça on le voit dans ce que nous dit notre auditeur, entre les Français qui, eux, ont besoin de réponses rapides, ont besoin de savoir où ils vont, ont besoin d'un cap pour continuer à travailler, et pourtant ils le font dans un flou généralisé, et ce monde politique qui continue à tourner un peu dans sa roue comme si ils avaient le temps. Et le temps, ils ne l'ont plus. Le temps, on ne l'a plus. Et ça fait un moment qu'on ne l'a plus trop et qu'il faut vite réagir. Il suffit de lire la presse internationale ce matin pour s'apercevoir à quel point nous sommes dans une situation pour le moins compliquée. Éric, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. La bise à l'Odève dans l'Hérault. Merci beaucoup d'avoir écouté cette Sud Radio, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Également pour continuer de débattre tous ensemble. Juste après l'info et les courses, on se retrouve avec nos 4 débatteurs ce matin: Gilles Platré, Kevin Bossuet, Mathieu Bachelon et Mathias Leboeuf. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et en compagnie aujourd'hui de Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Gilles Platré, maire d'hiver droite de Chalon-sur-Saône, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil. Les négociations à Matignon, nous dit-on, sont terminées. Alors on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas ce qui va en sortir. On va revenir dans un instant sur la situation politique du pays, avec beaucoup de réactions également sur la page Facebook de Sud Radio, avec certains qui s'interrogent aussi sur, on parlait des partis politiques tout à l'heure, juste avant les infos de 11h, ce carcan finalement qui bloque un peu le système politique. Certains soulignent, c'est le cas de Hugo qui nous dit attention, le financement se fait aussi par le nombre de voix, et donc voilà, d'où c'est certainement aussi toutes ces calculs d'apothicaire qui échappent aux citoyens lambda. Gilles ? Ah oui, alors totalement, ça je peux donner raison à votre auditeur. La démocratie a un coût. Alors, elle a un coût, ça c'est normal. Qu'on finance les partis politiques, je trouve pas ça illogique. En revanche, c'est vrai que des calculs de candidature, notamment pour les législatives, si on a, d'ailleurs, il faut regarder ça de très près, s'il y a dissolution, et donc vous allez voir des partis qui vont aller chercher, non pas des électeurs, si un minimum, mais surtout des financements. Alors, en se maintenant, là, pour le coup, artificiellement, même pour glaner quelques centaines de voix par-ci, par-là. Et là, c'est de gauche et de droite. Ah non, mais alors là, rassurez-vous, face à cela, il n'y a plus aucune pudeur. Voilà, donc ça, c'est un vrai souci. Non, mais enfin, c'est intéressant parce que notre émission ce matin permet quand même, je crois, et c'est pas assez entendu ailleurs dans les médias, de mettre le doigt sur la réalité aujourd'hui du blocage institutionnel du fait des partis politiques. Parce que on est beaucoup dans les tractations, et c'est normal parce qu'on commente l'actualité, mais on a un vrai problème de fond, et je trouve que ce matin, on l'a abordé. Vous savez, en fait, dans cette tragicomédie, il nous manque quelque chose. Il nous manque un François Mauriac, comme il pouvait sous la 4ème République, qui était désolante au possible, avec son bloc-notes, élever le débat parce qu'il savait écrire et qu'il avait du recul. Et là, voilà, il nous manque ça aujourd'hui. Sinon, on pourrait peut-être être heureux. Là, on ne peut que se désoler. Allez, on va revenir dans un instant, mais il y avait aussi vos tours de table aux uns et aux autres que je voulais entendre. On parle bien sûr de ce 7 octobre, ces hommages aux victimes. Kevin, vous vouliez effectivement revenir, et c'est logique, sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, parce qu'il y a 2 ans, la vie d'un peuple, la vie d'une nation a basculé. Israël vivait un pogrom, le plus grand pogrom dans l'histoire des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des gens qui ont été tués, des gens qui ont été torturés, les enfants Bibas,
kidnappés, des terroristes qui sont passés de maison en maison pour s'assurer que tout le monde était mort. Des femmes violées, torturées, des organes génitaux mutilés, des femmes brûlées vives avec leurs enfants dans les bras. Et surtout, c'était un traumatisme pour tous les Juifs et pour la nation israélienne. C'était le retour de la Shoah. On a eu l'impression de revivre ce qui s'est passé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah par balle, à Babi Yar, à Pognaré, à Rumboula. Aussi, l'impression que finalement, puisque Israël a été créé pour éviter un nouvel Auschwitz, que finalement Israël était aussi perfectible, qu'on pouvait attaquer le sol israélien, et le retour surtout de l'antisémitisme. Et les Juifs ont décidé de ne pas se laisser faire, Israël a décidé de ne pas se laisser faire, forcément, Israël est entré en guerre. Et là, on a vu des Juifs qui n'étaient plus à terre, qui étaient debout, qui ont considérablement été attaqués. Avec cet inversement des choses, le peuple génocidé devenait finalement le peuple génocidaire. Et vous avez un très bon philosophe, qui est Vladimir Jankélévitch, qui a dit quelque chose de très juste. Les Juifs ont toujours tort de vivre, tort de mourir, tort de lutter les armes à la main contre les égorgeurs qui rêvent d'exterminer les survivants. En effet, aujourd'hui, les Juifs sont debout, ils ont mené cette guerre parce que c'est une guerre qui est légitime, et après... Regardez l'international antisémite qui s'en est suivi, avec dans nos pays des Juifs qui ne peuvent plus aller sereinement à l'université, des Juifs qui ont peur d'aller à la synagogue. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais avoir une pensée pour le peuple juif, une pensée pour Israël, et je le redis, moi je soutiens ouvertement Israël, qui est la seule démocratie au Proche-Orient, et ceux qui sombrent dans l'islamo-gauchisme ou qui choisissent le camp de la facilité ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Et je termine, Israël est en train de mener un combat civilisationnel, et moi je le soutiens, il y a beaucoup de Français qui le soutiennent. Kevin, c'est dommage parce que les 90% de votre propos étaient... Tout le monde peut être d'accord avec ça. Et les 10 derniers pourcents... Oui, alors quels sont les 10 derniers pourcents avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Alors, premièrement, que Israël mène une guerre civilisationnelle. Ouais, je suis d'accord. Alors ça, je vois pas du tout le rapport. L'islamisme, en fait. Et c'est un raccourci, Kevin. Le Hamas, c'est une organisation terroriste islamiste. Vous pouvez pas réduire le peuple palestinien au seul Hamas. C'est vous qui le réduisez en fait. Mais non. Parce qu'il y a une différence. Kevin, est-ce qu'on peut chacun prendre la parole? On peut juste émettre quelques critiques sur la façon, ce que disait Mathias, sur la façon dont Israël mène cette guerre. Je suis bien évidemment pour reconnaître qu'Israël a été attaqué, pour reconnaître qu'Israël doit évidemment, et là, tout le monde sera d'accord sur ce plateau, qu'Israël doit exister, pour également, bien évidemment, combattre de manière la plus dure tous les actes antisémites, quels qu'ils soient sur le territoire. Mais je pense que là, il y a un raccourci qui est un petit peu dangereux entre l'horreur du 7 octobre et de dire que toute personne qui critiquerait l'action militaire d'Israël est un islamo-gauchiste. Un peu aussi. Un petit peu. Et je pense que c'est pas rendre service. C'est pas rendre service. Il y a beaucoup de penseurs, etc., qui effectivement regrettent cette position. Mais je pense que là-dessus, il faut vraiment avoir une pensée. Finkielkraut qui a dit qu'il avait honte. Oui, quoi qu'il en soit. Donc, et on peut pas soupçonner Alain Finkielkraut d'être un dangereux gauchiste, ou alors je ne m'y retrouve plus. Il était de gauche dans sa jeunesse, mais j'entends ce qu'il dit. Il est gauche quand ça vous arrange. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour Alain Finkielkraut et je l'apprécie beaucoup. Moi, je veux pas polémiquer, et justement, je partage, comme l'a dit Mathieu, je partage 90% de ce que vous avez dit. Il faut penser aux victimes du 7 octobre, et surtout, ne pas instrumentaliser politiquement, et notamment sur de la politique intérieure, comme vous l'avez un peu fait, cette affreuse tuerie et ce pogrom, puisqu'effectivement c'est un pogrom. Donc soyons sages, rendons hommage et ayons une pensée pour les victimes, ne faisons pas de petites politiques et de basses manœuvres sur cette tragédie, et contentons-nous de penser aux morts. Gilles, sur ce 7 octobre, on sent cette difficulté de commémorer tous ensemble et de penser d'abord à toutes les victimes finalement. Alors, c'est difficile. Je vais anticiper un peu parce que j'avais prévu d'en faire un coup de cœur, coup de gueule, mais je vais peut-être, si vous me permettez, l'aborder maintenant parce que c'est effectivement une actualité aujourd'hui importante, cette commémoration. Je ne vais pas chercher à défendre les uns et les autres, mais il y a quand même une position qui me paraît assez équilibrée, qui a été publiée ce matin dans le Figaro. Pascal Bruckner a publié un très bon papier en montrant deux choses. Alors, il condamne les excès de la politique de Netanyahou, mais il soutient Israël. Voilà. Et je pense qu'on peut se retrouver au moins là-dessus, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'effectivement, Israël est entouré de pays et d'organisations qui veulent sa mort, sa destruction. Et ce que montre Bruckner, c'est que le 7 octobre a complètement fait sauter les digues de l'antisémitisme. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Et si vous me permettez, ça va prendre 15 secondes. Juste parce que je vais faire une petite citation. Pas tout de suite après le 7 octobre, on est d'accord. Vous parliez de la politique de Netanyahou qui aujourd'hui... Oui, mais simplement le fait même, et ça d'ailleurs, Gilles Kepel l'avait dit dans des conférences qui avaient suivi, en disant, finalement, le 7 octobre, l'objectif du Hamas, et derrière le Hamas, c'était l'Iran, n'oublions jamais, qui est le donneur d'ordre. Hein. Donc l'Iran était derrière l'attaque du 7 octobre. C'était de dire au monde entier, vous n'avez pas besoin d'avions jetés sur les tours du World Trade Center pour faire des victimes occidentales. Vous pouvez prendre un couteau, une calache et aller tuer des enfants, éventrer des mères enceintes, décapiter des bébés, les mettre dans des fours, etc. Ce message-là, en gros, c'est le djihad du pauvre. Vous pouvez tuer du juif d'une façon complètement décomplexée et très simplement. Et je pense que ce message, hélas, ça a été entendu. Je voudrais juste, parce que c'est ce que Bruckner dit, il cite le lendemain du 7 octobre un professeur d'histoire afro-américaine à l'université de Cornell aux États-Unis qui déclare en public, c'est exaltant, c'est énergisant. Et si on n'est pas exalté par cette remise en cause du monopole de la violence, donc qui cible Israël, par cette modification de l'équilibre des pouvoirs, on n'est pas humain, c'est exaltant. Donc je pense qu'il y a quelque chose là, et vraiment lisez, parce que pour le coup il est très sévère avec Netanyahou et l'extrême droite israélienne. Donc là-dessus, je trouve la tribune est très équilibrée. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que précisément le mal a été relâché après le 7 octobre. En France, je vous donne 2 chiffres, parce que je trouve que 2022, nous avions totalisé 436 actes antisémites en France. Oui. En 2023, on est monté à 1676, et surtout après le 7 octobre. Et donc j'en viens à mon coup de cœur, c'est qu'il ne faut pas... le 7 octobre doit être commémoré. Tout à fait. Moi, je vais le faire dans ma ville ce soir. C'est-à-dire que ce soir, on va planter un arbre à la mémoire, certes des victimes du 7 octobre, mais aussi à la mémoire d'un homme dont l'arbre souvenir a été coupé, Ilan Halimi. Vous vous souvenez très bien de cette terrible affaire, cet homme kidnappé parce qu'il était juif, torturé et finalement mis à mort par ses kidnappeurs. Et il y a pas mal d'hommages qui lui ont été rendus, il y a pas mal de stèles qui ont été rédigées, elles ont été profanées, et pas récemment, certaines l'ont été très anciennement, les arbres ont été coupés, notamment récemment un arbre à épinay, donc il y a un mouvement, et un certain nombre de maires, nous avons pris l'initiative de replanter des arbres, donc on le fait ce soir à Chalon-sur-Saône, pour dire quoi ? Pour dire qu'on ne lâchera jamais sur ce pilier des valeurs républicaines qui est la lutte contre l'antisémitisme. Donc on peut évidemment avoir des considérations sur le gouvernement de Netanyahou, et c'est tout à fait légitime, et je ne suis pas un partisan de Netanyahou. On a déjà assez à démêler la scène politique française pour aller faire de la politique politicienne dans les autres pays. Mais en revanche, je soutiens Israël comme État ayant le droit de vivre, et surtout, je ne voudrais pas, mais c'est en train de se passer, que ce conflit devienne la colonne vertébrale d'une certaine gauche française, parce qu'hélas aujourd'hui, même si l'antisémitisme de droite existe toujours, il est aujourd'hui surtout représenté par l'antisémitisme d'extrême gauche, manipulé par des puissances hostiles à la France. J'ai parlé de l'Iran, c'est pas simplement l'Iran. Et donc, je pense que nous avons le devoir localement, dans nos mairies, au plus près du terrain, de donner le signe, une profonde commisération pour le peuple juif, et surtout la condamnation, mais sans aucune ambiguïté, de tout acte antisémite. Oui, et d'arriver, non, on n'a pas le temps, mais effectivement, et vous parliez des ingérences étrangères, on a vu aussi que les ingérences étrangères dans ce dossier ont été nombreuses depuis 2 ans pour déstabiliser la classe politique et la société française autour de ça, et qu'on voit aussi les espoirs qui sont portés sur les négociations menées actuellement par l'administration Trump pour arrêter le massacre actuellement à Gaza, parce que effectivement il faut aussi penser à la solution de l'après des espoirs, retour des otages, évidemment c'est une obligation et une certitude. Donc le 7 octobre, on s'arrête un court instant si vous le voulez bien, vos coups de cœur et vos coups de gueule, on va s'intéresser aussi, parce que on les oublie, la mort de ce journaliste photographe français, c'est votre coup de cœur et le mien avec Mathias. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, Sud Radio, parlons vrai. Bonjour, c'est Patrick Roger.
Le Grand Matin Sud Radio. Nous vivons de l'inédit avec la crise politique actuelle. Sur Sud Radio, pas de grand discours, mais votre parole. Appelez-nous 0826 300 300 du grand matin jusqu'au soir. Le standard vous est ouvert. Avec Sud Radio, parlons vrai. Donc le compte à rebours est lancé du côté de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Macron, qui a donné donc 48 heures à son Premier ministre démissionnaire. On ne sait plus trop. Oui, c'est ça, Premier ministre démissionnaire, de trouver une solution pour sortir de la crise dans laquelle tout le monde nous a mis. On continue les coups de cœur et les coups de gueule. Mathias, je me joins à vous pour la décision du parquet national antiterroriste qui a ouvert donc dimanche une enquête. Il s'appelait Antoine Lalican, il était photoreporter et il est mort ce week-end dans le Donbass, tué par les Russes. Alors justement, je voulais saluer la célérité, la rapidité et l'audace aussi du parquet national antiterroriste français, puisqu'il a ouvert une enquête pour crime de guerre. Et effectivement, au sujet de la mort de Anthony Lalican. Anthony Lalican, c'est ce photographe français qui a été tué le 3 octobre, donc il y a vraiment quelques jours, dans une attaque de drone dans le Donbass. Il était avec un collègue ukrainien, Grigory Ivanchenko, faut pas l'oublier, qui lui-même a été grièvement blessé. Et ces deux journalistes étaient identifiés comme justement journalistes. Ils avaient des brassards presse, des inscriptions presse, et ils étaient très clairement identifiés comme tels. C'est pour ça que le parquet national antiterroriste ouvre une enquête et le chef d'accusation principal est de crime de guerre. Donc c'est un chef d'accusation assez important. Ce chef d'accusation, selon le droit international, englobe en fait le fait de toucher volontairement à la vie ou à l'intégrité d'une personne protégée, c'est-à-dire notamment des journalistes, des civils, des diplomates ou des choses comme ça. Des individus comme tels. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. C'est une enquête qui également a été ouverte en flagrance, c'est-à-dire très rapidement, donc après la mort, immédiatement après les faits, afin de pouvoir justement établir les preuves, alors que les traces sont encore fraîches, si j'ose dire. Voilà, c'est un fait important qui montre, entre autres, que dans cette guerre, et en particulier au Donbass, alors là, bien évidemment, c'est la Russie qui est ciblée, on tue des journalistes pour que ils n'apportent pas l'information. Je sais qu'aujourd'hui, ça me permet de rappeler qu'il est bon ton de dober sur les journalistes, qu'il est facile de les appeler des journalopes, et en particulier quand ils sont de gauche, des gauchias, mais il y a quand même des gens qui encore aujourd'hui mettent leur vie en danger pour rapporter des informations, qui en meurent, pour qu'on puisse avoir une vision éclairée du monde, donc une pensée émue pour Anthony Lalican, qui il a payé de sa vie. Et encore une fois, je salue l'initiative du parquet national antiterroriste de pouvoir mener cette enquête et de le faire rapidement. Je n'ai pas le chiffre exact, mais Reporters sans frontières a fait le bilan d'une année 2024 et bientôt 25 du nombre de journalistes à la fois emprisonnés et tués. Les journalistes dérangent, mais en même temps, ils sont les témoins directs, et sur les conflits, ce sont des cibles. Mais je dirais pas que dans les conflits. Et les régimes totalitaires s'attaquent généralement à deux catégories, les journalistes et les avocats. Voilà, et les écrivains, quand on pense à Boualem Sansal ou d'autres, absolument. Petite boutade, tous les journalistes ne passent pas longtemps à manger avec des dignitaires du PS. Non. Il y a les gens en plateau, il y a les gens sur les plateaux télé à Paris, et il y a les gens et les petites mains et les journalistes de terrain, ça c'est important de le rappeler aussi. C'est plus léger ou pas, Mathieu? Beaucoup plus léger. On peut finir. On va pas finir là-dessus. C'est très léger. Je me dis qu'il y a vraiment un fossé très important, mais bon, allons-y. Un petit peu de légèreté, puisque c'est quand même pas ce qui a caractérisé notre antenne depuis le début. Moi, je voulais vous parler aussi du procès jubilaire, mais on le fera demain. C'est très léger, ça aussi. C'est pas léger du tout. Non, mais c'est j'ai découvert dans la presse ce matin la très belle initiative d'un petit village du Haut-Rhin qui s'appelle Kuhnheim, dans lequel la municipalité a décidé, en accord avec l'EHPAD de la commune, de racheter la licence 4
du bistrot du village d'à côté, afin qu'elle ne soit pas perdue, et de faire de l'EHPAD un lieu de convivialité où non seulement les résidents pourront prendre l'apéritif ou un digestif, mais les habitants du village pourront venir, évidemment pas à 3h du matin pour faire la bringue, c'est de manière assez encadrée, mais pourront venir pour boire un coup avec. Et je trouve que cette initiative, alors je sais qu'on va dire pour nos amis de l'Arcom que l'alcool doit être consommé avec modération, bien évidemment, c'est fait. Mais je trouve cette initiative formidable parce qu'elle remet du lien. On connaît tous beaucoup de territoires où il n'y a plus de petits commerces, il n'y a plus de bistrot, où le seul horizon est de prendre sa voiture pour faire 20-30 km pour aller dans un centre commercial anonyme. Et cette initiative qui permet de remettre du lien concrètement, qui permet aux habitants de l'EHPAD de vivre au cœur de la communauté, qui permet de ce brassage, je trouve ça vraiment formidable. Donc gros coup de cœur et coup de chapeau aux élus locaux et au personnel de l'EHPAD, donc de cette commune du Haut-Rhin, qui ont permis cette initiative. Mais il y a toujours plein d'initiatives qui viennent du terrain. Oui, c'est pour ça qu'il faut quand même. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est quand on écoutait nos auditeurs aussi tout à l'heure, je disais, il y a quand même de l'espoir sur le bon sens et même la passion qu'ils avaient encore pour la politique. Pour la politique, et les gens y croient. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. On se raccroche à ce qu'on peut. Pardonnez-moi. Non, simplement petit point crise politique. Donc le communiqué commun donc des écologistes et LFI. Donc il y aura une censure automatique tout gouvernement issu et dans la continuité de la Macronie, c'est ce qui est en train d'être dit, et chacun du côté des écologistes et de la France Insoumise appelle la gauche à agir ensemble, puisque cette réunion qui devait réunir tout le monde s'est faite sans le Parti communiste et sans le PS, qui ont décliné l'invitation. Ça fait plus grand monde. Voilà. Donc on en est là. Ça c'est pour la partie gauche, mais j'aimerais que juste d'un mot, on souligne que Bruno Retailleau, qui lui a donc voulu claquer la porte, après a dit que c'était pas de sa faute, mais qu'il ne voulait plus, etc. Il ne ferme pas la porte à un retour au gouvernement DLR, c'est ce qu'il a affirmé ce matin. Mathias, c'est un sketch, comment c'est un sketch. Ouais, je termine là-dessus. C'est un sketch. On est dans un vaudeville avec les portes qui claquent. Vous voulez l'écouter ? Écoutez-le. Écoutez ce que disait Bruno. Ce qui est exclu, c'est que LR se dissolve dans une majorité macroniste. En revanche, là encore, la boussole, c'est les Français. Mais pardonnez-moi, donc ce matin, vous ne fermez pas la porte à une éventuelle participation à une condition, dans un gouvernement. À une condition, c'est que ce soit un gouvernement que j'appellerais de cohabitation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an ? Emmanuel Macron a d'abord désigné un Premier ministre qui était son opposant, Michel Barnier. C'était une forme de cohabitation, avec l'application de l'article 20 de la Constitution. Vous le connaissez, je le rappelle aux auditeurs. L'article 20, c'est le gouvernement qui gouverne. Voilà, donc Bruno Retailleau qui ne ferme pas la porte. On va parler, dans l'émission Média, on va parler de bonne cuisine du terroir. C'est de la tambouille, là. On est d'accord tous. Ce qui est drôle, c'est quand tu dis la boussole, c'est les Français, et en même temps, on a l'impression que les politiques font tout pour leur faire perdre le nord aux Français. Donc, on s'y retrouve pas, et la boussole, c'est les Français. Oui, le capitaine. C'est la question qu'on se pose. C'est comme ça qu'on va terminer ce débat, tous les 4. Merci infiniment, Gilles Clatré. Merci Kevin Bossuet. Merci Mathieu Machalon et merci Mathias Leboeuf. Dans un instant, on va parler de la cuisine du terroir. La meilleure cuisine régionale. Gilles, vous allez me dire, c'est celle de la... C'est la Bourgogne. Mais bon, c'est quoi la spécialité de Chalon-sur-Saône ? Alors écoutez, un bon jambon persillé avec quelques gougères arrosées du vin de la côte chalonnaise. Franchement, c'est magnifique. On l'adore. Poulet de la côte chalonnaise en 15 jours, ça va être un moment d'exception. On souscrit. Venez. Allez, c'est l'heure bientôt de passer à table. Vous êtes peut-être en cuisine. On va retrouver dans un instant dans l'émission Média, Norbert Tarrer qui est là, qui arrive avec Gilles Gansman. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot.